Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Un MacBook à 700 €, est-ce que ça vous dit ? Ce n'est pas une promo du Black Friday, mais une toute nouvelle machine qui pourrait sortir l'année prochaine. Ce MacBook low cost serait notamment équipé d'une puce d'iPhone. Un tel Mac est-il vraiment crédible ? On va en discuter avec Christophe. Au programme de cette émission également, la sortie d'iOS 26.2 en bêta avec des surprises, un nouveau partenariat probable entre Apple et Google autour de Siri, et les problèmes latents des HomePod. Nous sommes le samedi 8 novembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Si vous aviez peur d'avoir des bugs ou de ne rien pouvoir lire à cause du Liquid Glass, vous pouvez finalement mettre à jour vos appareils. iOS 26.1 et tous les autres systèmes en .1 sont sortis lundi en version finale. Ils corrigent des bugs et ajoutent une option pour rendre le Liquid Glass un peu moins transparent. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Salut Stéphane, oui ça va, il faut que je te parle de quelque chose, tu vas bien ? Ça va, oui, je t'écoute. Alors je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses du grand remplacement ? Oula, c'est... Non, attends, mais on a parlé que de ça cette semaine. Je sais pas si tu te rends compte, Meta, qui avait une application native pour Windows 11, oui, Meta a décidé de remplacer cette application native par une pauvre web app. Oui. Alors que nous, au début, il y a quelques temps, on avait une pauvre application WhatsApp. Alors, ça fait déjà quelques temps. Je crois qu'elle a été réécrite totalement. Enfin, ça fait déjà 6 mois ou un an. Alors, nous, on a une belle application native, alors que les gens de Windows doivent se manger une web app. C'est ça, le grand remplacement, Stéphane. Ouais, tu me rassures un peu parce que j'avais peur. Et je voulais parler de ce thème-là parce qu'on en avait déjà parlé à un autre moment. On s'était fait la réflexion qu'il y a beaucoup d'applications dans le domaine de l'intelligence artificielle qui arrivent également en premier sur Mac. Mm-hmm. C'est le cas du navigateur de ChatGPT. OpenAI, tu veux dire ? Ah oui, et le client ChatGPT qui est également natif sur notre plateforme. Mmh. Donc je pense qu'on va en parler, mais c'est quand même c'est un chouette temps pour être un Mac user. Voilà ce que je veux dire. Mmh. Tiens, avant qu'on démarre le tour des actus, j'avais un petit truc à te faire écouter. Tu vas me dire si tu reconnais. Alors, oui, parce que je dis Mac Génération, bien évidemment. Oui. C'est quoi ? J'ai découvert un mot en lisant l'actualité de Nicolas. Ouais. Donc c'est la petite pastille qu'on a lorsqu'on écoute, lorsqu'on regarde plutôt une série Apple TV et non Apple TV+. C'est ça, c'est le nouveau jingle d'Apple TV, ouais. Donc vous allez sûrement l'entendre si vous regardez les programmes Apple TV ou si vous allez au cinéma voir des films Apple TV. Ça arrive de temps en temps. Bon, il n'y en a pas toutes les semaines, mais c'est arrivé dernièrement avec le fameux film F1. Et pour finir, ils ont fait justement quelque chose d'absolument génial, c'est-à-dire qu'ils ont refait aussi la vidéo... où on voit le logo le visuel, Visuel TV, c'est un vrai carnage d'Apple TV. Et donc on pensait que tout ce qu'il avait fait de manière numérique totale et tout. Et non, en fait, c'est presque old school. On en a également parlé sur Mac Génération. Il faut absolument voir la vidéo, c'est très impressionnant. Mm. Et d'ailleurs, Canal+ avait fait pareil pour son logo. Il l'avait refait il y a quelques années. Et ils n'avaient pas fait ça de manière numérique, mais avec plein de lumière, donc ça m'a fait penser à ça aussi. On va débuter avec le sujet principal de la semaine, c'est cette rumeur de MacBook low cost qui sortirait l'année prochaine. Alors c'est pas la première fois qu'on en entend parler, mais c'est la première fois que Mark Gurman s'exprime sur le sujet. D'après le journaliste de Bloomberg, Apple prépare un nouvel ordinateur portable qui coûtera beaucoup moins de $1 000, donc beaucoup moins de 1 000 € aussi. Pour faire baisser les coûts, Apple ferait des compromis sur plusieurs choses. L'écran serait moins grand que celui du MacBook Air et de moins bonne qualité. Et le système sur puce serait, lui, tiré d'un iPhone. Est-ce que c'est vraiment crédible cette rumeur, Christophe ? Parce que, disons qu'à environ $700, Apple propose déjà l'iPad Air. Alors, j'en suis assez persuadé, je vais t'expliquer. Alors, tout d'abord, par rapport à ce qu'on disait en introduction, est-ce que tu partages avec moi cet avis ? Alors, je suis sûr qu'il ferait beaucoup parler. Est-ce qu'il y a déjà eu un meilleur temps, une meilleure époque pour être un utilisateur Mac ? Franchement, non.
En plus, là, on arrive le 10 novembre, donc l'année prochaine, ça sera le 5e anniversaire des Mac Apple Silicon. Et je prépare un petit édito, un petit pomme d'avis sur le sujet avec un retour, un bilan sur le MacBook Air M1. Et 5 ans plus tard, c'est toujours une machine excellente. Voilà, donc je te tendais volontairement une petite perche. Alors, j'ai une deuxième question. Alors là, c'est plus blind test. À ton avis, est-ce que la division Mac, alors en 2025, donc on parle là en année fiscale par rapport à Apple, est-ce qu'elle a affiché le meilleur résultat de son histoire? Alors, je voulais vérifier les chiffres avant de préparer l'émission, je ne l'ai pas fait. Alors, je sais que c'est en progression, mais est-ce que c'est le meilleur trimestre? Je ne sais pas. Alors, et justement, c'est ça qui est étonnant, parce qu'on entend en permanence que les ventes de Mac sont en progression, Ouais. qu'elles progressent plus vite que les ventes de PC et tout ça. Et en fait, alors, c'est pas que la réalité n'est pas si rose, mais je vais vous donner les chiffres. En 2025, la division Mac a réalisé un chiffre d'affaires de 34 milliards de dollars. C'est déjà énorme, hein. C'est pas mal. On est d'accord. Mais le savais-tu, en 2021, elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 35 milliards de dollars et en 2022, de 40 milliards de dollars. Ah oui. Alors, tout ce qu'on dit est vrai, hein, les ventes de Mac progressent plus vite, Apple gagne des parts de marché, il n'y a aucun problème. Mais moi, c'est mon intuition. Je pense qu'Apple, et ça doit être un vrai sujet en interne, n'arrive pas à suffisamment capitaliser son avance technologique. C'est-à-dire, alors, on va pas être très précis dans les chiffres, mais elle a peut-être gagné depuis l'arrivée des Mac Silicon au niveau mondial, peut-être 2, 3 ou 4 points de part de marché. C'est déjà énorme. On est d'accord. Mais moi, c'est que mon avis, hein, c'est que l'avantage des Mac est aujourd'hui tellement important que, en tout cas dans les pays développés, moi je trouve ça presque étonnant que la part de marché d'Apple n'ait pas doublé. J'exagère un peu, mais ça devrait être de cet ordre-là de mon point de vue. Alors tu parlais de l'iPad Air. Alors à côté de ça, moi j'ai regardé aussi le chiffre d'affaires de la division iPad. Et ben celui-là, depuis 3-4 ans, ça vivote aux alentours également de 27-29 milliards de dollars par an. Là aussi, c'est des sommes qui sont considérables. Oui, quand tu dis ça vivote, c'est pas mal, quoi. Ouais, moi voilà. Ce qui fait que, de mon point de vue, c'est lorsque tu analyses ces chiffres, tu dis, OK, on a des Mac qui sont absolument superbes, ça tourne bien, on a une véritable avance technologique, j'en parlais encore, l'exemple de WhatsApp, il est hautement symbolique, mais ça veut pas non plus, c'était il y a 10 ou 15 ans, ça aurait été le contraire, c'est-à-dire, on aurait eu une vieille application sur Mac et ils auraient une super application sur Windows. Bon, là, le Mac bénéficie sans doute du fait que WhatsApp existe sur iOS et que Microsoft s'est retiré d'Internet mobile, ça doit jouer aussi. Mais donc, à la fin, moi je pense que les dirigeants d'Apple doivent se rendre compte qu'il y a un blocage, et que ce blocage, à la fin, c'est le prix. Et ils se sont décidés, je pense, à attaquer l'entrée de gamme, sachant qu'ils sont déjà sur de l'entrée de gamme sur l'iPad. Sur l'iPhone, ils arrivent à être, alors on va pas dire entrée de gamme parce que c'est pas vrai, mais ils sont sur du milieu de gamme. Voilà, un ordinateur qui coûte, un ordinateur portable, normalement chez Apple, alors il y a des promotions, il y a des modèles à $600 chez, je crois que c'est Walmart aux US. On trouve souvent des modèles maintenant à 750-800 euros, notamment le MacBook Air M2, mais le vrai entrée de gamme chez Apple pour les ordinateurs portables, c'est $1000. Et donc, je suis persuadé que, en tout cas, je pense que il risque d'y avoir un sursaut de vente, un boom des ventes, si Apple nous sort, je sais pas, 600, 700, $750. On verra ce que ça donnera en euros. Et ce qui est intéressant, c'est que son avantage technologique lui permet de faire ça. C'est-à-dire qu'ils vont mettre, entre guillemets, une vieille puce, elle n'est pas vieille d'ailleurs la puce, hein, mais ils vont mettre une puce peut-être à 18 aux dernières nouvelles, c'est ça? 18 Pro peut-être, c'est des iPhone 16. Ouais. Et on va faire des benchmarks et on va se rendre compte que cette machine, elle est plus rapide justement qu'un MacBook Air M1. Donc voilà. Mais je faisais la comparaison justement avec l'iPad Air, qui est autour des 700 euros. J'ai l'impression aussi qu'Apple a jamais voulu lancer de MacBook sous les 1000 euros pour pas trop concurrencer l'iPad.
Alors, est-ce que du coup, elle a changé d'avis et ça l'embête plus trop de cannibaliser les ventes d'iPad? Tout à fait. Je crois qu'il y a eu... en fait, à l'époque de Steve Jobs, il n'y avait aucun problème à qu'un produit Apple attaque l'autre. Et là, il y avait une sorte de paix des braves depuis quelques années entre l'iPad et le Mac, et on voit que Apple est décidé à faire bouger cet équilibre, alors dans les deux sens. Donc comme tu le dis, le Mac va sur le terrain de l'iPad Air. On parle a priori dès fin 2026 d'un Mac enfin équipé d'une puce cellulaire, ce qui est un avantage réservé à l'iPad. Mais de l'autre côté, tu as l'iPad là qui, avec son nouveau système de fenêtrage, se rapproche petit à petit de macOS. Donc vraiment, je pense qu'il y a une volonté d'Apple de faire évoluer la situation. Les frontières se brouillent, ouais. On continue avec l'avalanche de mises à jour sorties cette semaine. Comme je l'ai dit en introduction, lundi, on a eu droit à iOS 26.1, macOS 26.1 et tous les autres .1 en version finale. Parmi les nouveautés à retenir, il y a donc cette option pour atténuer les coups de glace. Il y a le retour de Slide Over sur iPad et aussi un changement pour ne plus appuyer par erreur sur le bouton de l'alarme de l'iPhone. Et mardi soir, c'était la sortie de la première bêta d'iOS 26.2 avec une bonne et une mauvaise surprise, Christophe. Alors, je dirais même qu'il y a eu 2 mauvaises surprises. On s'est rendu compte rapidement que la bêta 1 avait été retirée sur les iPad Pro M5 cellulaires, l'iPhone 16e et l'iPhone Air. Alors tous ces modèles ont un point commun, ils ont une puce modem Apple. Donc il doit sans doute y avoir un problème de driver ou quelque chose comme ça. Et j'imagine que cela retournera dans l'ordre dès la bêta 2. Mais bon, alors je pense que tu voulais pas parler de ça. Hein. Alors la mauvaise nouvelle, on va peut-être commencer par la bonne nouvelle, c'est l'arrivée donc de la traduction instantanée sur les AirPods. Donc ce sera disponible, c'est déjà disponible je crois en bêta. C'est déjà disponible, ouais. Et ce sera pour les utilisateurs, début décembre. Alors, c'est toujours étonnant, hein. Il y a certaines fonctionnalités qu'on rêve de voir débarquer et qui ne viennent jamais. Je pense notamment à la fonctionnalité permettant d'afficher son iPhone sur l'écran de son Mac. À ça, on a bien compris que ça ne viendra jamais ou pas de sitôt. Et là, les AirPods Pro, tout d'un coup, on va attendre finalement que 2 ou 3 mois. C'est vrai que cette absence, ce bridage avait surpris parce que Google le propose et ça pose pas de problème. On peut rappeler, oui, que c'était déjà disponible aux États-Unis, mais c'était pas encore disponible en Europe parce que Apple disait que le DMA l'empêchait de faire ça. Voilà. Donc, écoute, tant mieux, hein, voilà. Alors, la mauvaise, c'est la disparition de la synchronisation des réseaux Wi-Fi entre l'Apple Watch et l'iPhone. Bon, je trouve qu'on y gagne un petit peu au change, quitte à choisir entre les 2 fonctionnalités. C'est toujours, bien évidemment, cette histoire, c'est toujours en lien avec le DMA. Alors, c'est quand même la première fois qu'Apple retire une fonctionnalité qui était déjà existante. Hein. Donc, Apple est prête à tout pour ne pas céder. Sans prendre parti, dire si c'est bien ou si telle partie a raison, ce genre de choses. Moi, quand je vois l'histoire de manière complètement neutre, j'ai quand même l'impression depuis le début de cette affaire que Apple a toujours un coup d'avance sur le DMA et qu'elle fait un peu ce que bon lui semble et on a toujours l'impression que l'Europe est un peu à la ramasse derrière. Elle devait se dire c'est bon, on va au moins les faire piller sur ces points-là et là Apple dit oh non finalement on va s'épargner. On va pas faire telle ou telle chose alors pour des raisons de sécurité car c'est toujours cet argument-là qui est invoqué. Et donc voilà, la bataille continue inlassablement entre Apple et l'Union européenne. Je trouve le timing un peu spécial, si on peut dire ça comme ça. C'est que donc Apple ajoute une fonctionnalité dont elle disait que c'était pas possible de proposer en Europe à cause du DMA, mais dans le même temps, elle en enlève une autre, peut-être pour dire ce que je vous donne d'une main, je le reprends de l'autre, et puis le DMA, même si on arrive des fois à faire des adaptations, il nous embête toujours, quoi. C'est totalement illisible, c'est clair. Et alors, il y avait une rumeur qui laissait entendre que
les relations étaient en train de se réchauffer entre Apple et l'Union européenne, et dans le même temps, on a appris quelques jours après qu'Apple alors a fait un recours en justice. Voilà, sur le DMA lui-même. C'est lunaire. On poursuit le tour de l'actu avec un nouveau partenariat probable entre Apple et Google. Cette fois-ci, ce ne serait pas autour de Safari, mais de Siri, d'après Mark Gurman toujours. C'est un Gemini personnalisé qui va servir de base à certaines fonctions du nouveau Siri. D'ailleurs, Tim Cook a récemment confirmé que ce nouveau Siri plus intelligent arriverait bien l'année prochaine. Apple paierait $1 milliard par an pour pouvoir utiliser un très grand modèle d'intelligence artificielle de Google. Ce modèle serait basé sur 1200 milliards de paramètres. C'est beaucoup plus que le modèle d'Apple Intelligence qui est hébergé dans le cloud, même s'il faut relativiser les chiffres car les paramètres ne font pas tout. Quoi qu'il en soit, est-ce que ce partenariat, s'il se confirme, est un nouvel aveu de faiblesse pour Apple dans l'IA ? Disons qu'on parlait des relations entre Apple et l'Union européenne. On dit, pour reprendre un terme de Facebook, on peut dire c'est compliqué entre eux. Moi, je trouve que les relations entre Apple et Alphabet, je les trouve passionnantes. Ces deux sociétés, alors elles sont en compétition, mais on va dire fondamentale sur certains points, notamment au niveau des systèmes d'exploitation pour Internet mobile. Ils sont capables, Apple et Google sont capables de se rendre coup sur coup, coup pour coup, mais quand ils ont un intérêt à trouver ensemble, ils arrivent à mettre tout ça de côté et ils ont des partenariats qui sont très importants. C'est vraiment une relation unique et dans la Silicon Valley, en tout cas pour Apple. Et en plus, malgré tout, et c'est d'autant plus étonnant que malgré tout, c'est Google qui a plus ou moins au début cloné iOS. Hein. Et donc voilà. Donc ce partenariat, il est presque logique parce que je pense que Apple avait peut-être pas envie de mettre tous ses œufs dans le même panier avec OpenAI. Et puis, un tel scénario avec Meta, par exemple, c'était inimaginable. Il y a eu 2-3 rumeurs comme ça au début. On imagine qu'ils se sont rencontrés lorsqu'Apple a commencé à étudier le sujet l'année dernière, on va dire par politesse, mais que ça n'a jamais été plus loin. Alors, pour répondre à ta question, de toute façon, chez Apple, on est en mode situation de crise. Hein. Donc, il faut adresser à la fois le court terme et le long terme. Le court terme, on l'a bien vu, ça va se faire avec l'aide de Google. Ça reste d'ailleurs, une sacrée course contre la montre, hein, parce que Apple ne va pas utiliser les services de Google. Apple va utiliser les modèles de Google avec ses infrastructures à elle. Donc là, et d'ailleurs, on a vu il y a quelques semaines que les premiers serveurs avec les nouvelles puces Apple Silicon venaient de quitter les usines des États-Unis. Enfin, c'est une vraie course contre la montre pour être normalement, Siri est attendu, on va dire, au printemps de l'année prochaine, si tout va bien, sans doute en bêta, sans doute avec une géolocalisation restreinte, ne serait-ce que avec les problèmes qu'Apple a avec l'Europe. J'imagine mal, dans un premier temps, être disponible en Europe, le nouveau Siri. Enfin, on verra oui. si... Voilà. Ça sera peut-être limité à l'anglais. Ouais. Voilà, en plus, ouais. Et donc, j'imagine que dans l'esprit d'Apple, c'est assez clair. Donc, on adresse le court terme de cette manière-là. Et dans un deuxième temps, on remplacera les modèles de Meta par des modèles maison. Les modèles de Google, tu veux dire. Oui. On peut reprendre l'exemple de plan, d'ailleurs. Hein. Apple avait... la première application de cartographie d'Apple au début de l'iPhone, hein, c'était grosso modo les cartes de Google. Enfin, c'était Google Maps avec une très légère interface... sauce Apple, et puis au bout de quelques années, Apple avait utilisé son propre système de cartographie. Alors, j'espère que le jour où la transition ça se passera un petit peu mieux, parce que les premières heures de plan avaient été très très difficiles. Mais bon, en même temps, pour plan, Apple partait vraiment de zéro. Là, on peut pas dire que dans le domaine de l'intelligence artificielle... Apple est en retard, mais elle n'est pas autant en retard que ce qu'elle était dans le domaine de la cartographie. Il y a quand même un point qui va être, je pense, délicat pour Apple, c'est qu'il y a quand même des gens qui, depuis des mois et des mois, travaillent d'arrache-pied sur des modèles pour concurrencer ceux de Meta, ceux de ChatGPT, ceux d'OpenAI, ceux de Google, et puis on leur dit, votre travail, pour l'instant, on va pas trop s'en servir. On verra ça plus tard. Alors, sachant que dans ces équipes-là, il y a bon nombre d'ingénieurs qui sont déjà partis vers Meta, il doit y avoir une ambiance en interne qui ne doit pas être terrible.
On termine le tour de l'actu avec une menace fantôme qui plane au-dessus des HomePod. La zone tactile de certains HomePod 2 et HomePod mini s'active parfois toute seule, ce qui provoque des actions imprévues comme la musique qui se lance toute seule en pleine nuit ou le volume qui change aléatoirement. Rien que dans notre équipe, plusieurs HomePod sont touchés et vous avez été assez nombreux dans les commentaires à rapporter des problèmes similaires. Non seulement ce problème est très embarrassant, mais en plus, il n'y a pas de solution idéale pour le régler soi-même. Il faut débrancher la nappe de la zone tactile, ce qui revient en fait à couper les commandes sur l'appareil, et le démontage n'est pas évident. Alors, est-ce qu'on peut encore recommander les HomePod en sachant tout ça, Christophe ? C'est une question bien difficile que tu poses là. Moi, j'ai eu un souci avec avec l'un de mes HomePod de première génération. Ouais. C'était le problème. Enfin, ça grésillait beaucoup. Et puis d'un jour, du jour au lendemain, l'alimentation a sauté. Donc, je l'ai fait réparer. J'ai eu de la chance. Et depuis, d'ailleurs, il marche très très bien. Alors, l'HomePod mini de mémoire, donc, je crois qu'il va sur ses 5 ans déjà ou 4 ans. J'ai un petit doute. Ouais, 4 ou 5, ouais. Ouais, ça fait quand même un petit bail, donc c'est un peu le moment de faire un bilan. En fait, c'est pas à cause de ça que j'ai envie de te dire que je recommanderais pas l'achat d'un HomePod. Très honnêtement, j'aime beaucoup le concept. C'est des petites enceintes qui sont mignonnes, qui coûtent pas très cher. D'un point de vue audio, si tu en as 2, 3, le rapport qualité-prix est pas mal. Mhm. Mais moi, ce qui me gave, pour le dire franchement, c'est Siri. C'est que voilà, ça fait 5 ans. Siri, il comprend une requête sur 2 pour de la musique, et même pour lui dire lance une radio, c'est compliqué. Et ça, c'est extrêmement frustrant. Et voilà. Et le nouveau Siri dont on parle, qui pourrait résoudre tous ces problèmes, on est tous à peu près persuadés que les puces sont trop vieilles pour que Apple l'adapte au HomePod mini de première génération. Donc ouais, je suis un petit peu désabusé. Alors, de toute façon, moi je m'en sers et il n'est pas question de les remplacer. Mais je me posais la question, justement, il y a quelques jours, je me dis, imagine que tu dois remplacer quelques HomePod mini par autre chose, qu'est-ce que je ferais ? Je sais pas, j'ai vu d'ailleurs c'est à ce moment-là que j'avais vu d'ailleurs des promotions pour Sonos qui étaient très intéressantes. Alors, peut-être que je changerai de camp, j'en sais rien. Et d'ailleurs, à propos du HomePod mini, on peut rappeler qu'il y a des rumeurs comme quoi une nouvelle version arriverait très bientôt. Donc voilà, n'achetez pas aujourd'hui un HomePod mini de première génération. Attendez au moins quelques semaines de voir s'il y a un HomePod mini 2 qui arrive. Et on vérifiera, si possible, si les problèmes tactiles ont disparu avec cette nouvelle version. Ouais, ils ont eu 5 ans pour le faire, j'espère bien. J'espère. Non, mais en fait, ce qui me dérange beaucoup avec les HomePod, c'est que, comme tu l'as dit, le HomePod de première génération avait des gros problèmes de fiabilité. Et ça continue encore avec le HomePod 2. Alors, c'est pas les mêmes problèmes, là, donc c'est la zone tactile. Et puis, donc, le HomePod mini aussi a, lui, des problèmes. Et ce que je trouve vraiment déprimant, c'est que c'est pas comme des iPhones que tu peux faire tomber, des choses comme ça. C'est des objets qui restent à leur place. Et donc, tu peux pas suspecter l'utilisateur d'avoir une mauvaise manip avec, d'avoir mal utilisé le produit, quoi. C'est vraiment le produit qui, du jour au lendemain, tombe en panne tout seul, quoi. Non, mais on a l'impression qu'il n'y a pas non plus une vision très très claire au sujet de ces appareils-là. C'est ça qui est un petit peu dommage. Et enfin, pour faire la comparaison, j'ai une enceinte Alexa qui est encore plus vieille. Elle continue à marcher de manière impeccable. Elle a aussi un son qui est tout à fait honorable. Et la compréhension est 100 fois meilleure. Eh ben, on va se quitter sur ça. Bon week-end, Christophe. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous, et puis à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Sortie de Veille. Salut à tous.